Bonjour, Hubert Huertas, à mes côtés, Yannick Sanchez. Bonjour. Pour le 40e numéro d'Objection d'entretien politique de Mediapart. Cette semaine, nouvelle donne ou vieille recette? On va poser la question au coprésident et grand inspirateur de Nouvelle Donne. Un des fondateurs. L'un des fondateurs. Bon, allez, l'un des fondateurs parce que vous êtes modeste. Et si je parle de vieille recette, c'est parce que Nouvelle Donne, en tout cas au départ, puisque maintenant vous êtes un parti, était une sorte de nébuleuse et que des nébuleuses qui envisagent de s'installer sur les décombres des anciens partis en crise, on en connaît beaucoup dans l'histoire politique. Alors est-ce que vous n'êtes pas du même genre, c'est-à-dire au fond une fausse nouveauté ? Écoutez, on n'a qu'un an, donc peut-être que c'est peut-être un peu... Pour le moment, je n'ai pas l'impression qu'on s'installe sur les décombres. On est là pour apporter des solutions. Et on a déjà rassemblé plus de 500 000 citoyens qui ont voté pour nous aux européennes. Donc c'est quand même 500 000 personnes. 3%, c'est pas mal. Hein, c'était... Oui, c'était Oui, pas mais attendez, rien. voilà. Non, et on pas a un peu plus de 12 000 adhérents qui sont venus, qui veulent s'impliquer. Donc c'est quand même pas mal pour un parti qui n'a qu'un an. Après ça, on va essayer de tirer les leçons de certains échecs. Tout à l'heure, avant qu'on commence l'émission, vous me parliez d'Europe Écologie. Oui, à un moment, avec Stéphane Hessel, on était allé à Europe Écologie. On avait quitté le PS, on était allé à Europe Écologie parce qu'on pensait qu'Europe Écologie allait vraiment changer les fonctionnements démocratiques, allait avoir un autre rapport à la politique, permettre aux citoyens de s'exprimer. Et puis, on a été déçus pour différentes raisons. Et si on crée Nouvelle Donne, c'est qu'on pense qu'il y a besoin de quelque chose de vraiment nouveau dans le projet, dans ce qu'on dit pour sortir du chômage, pour changer l'Europe, mais aussi dans nos pratiques démocratiques. Et on essaye d'innover. Alors vraiment nouveau, écoutez, on va essayer de voir ce qu'il y a de vraiment nouveau. Yannick Sanchez. Oui, vous avez un petit peu plus d'un an d'existence. Aujourd'hui, récemment, vous avez tenu votre congrès national, mais vous avez un peu les symboles, les symptômes classiques des partis alternatifs, c'est-à-dire des gens qui essaient d'être un peu plus purs que vous. Alors, il y a des dissidents ou lanceurs d'alerte, comme ils se définissent eux-mêmes. Je pense aux néo-doniens, notamment, qui regroupent une sorte de collectif multiple de gens qui essaient de vous attirer l'attention sur des pratiques, qui jugent que vous n'êtes pas finalement si démocratique que ça, si différent des autres partis. Écoutez, on n'est jamais totalement parfait, mais je crois que c'est quand même la première fois en France qu'un parti existe et que en général, quand un parti existe, les fondateurs sont là pour tout verrouiller. On verrouille les statuts et on verrouille le fait qu'on est chef pendant 50 ans. Nous, on a créé Nouvelle Donne, au début on n'était que 15, et on a dit, dans un an, on aura rendu notre tablier, on va tous démissionner, et on aura fait des nouveaux statuts. Donc, au lieu de verrouiller les statuts, on a dit on va repartir d'une page blanche. Et il y a quand même plus de 4000 adhérents qui ont pris du temps. C'est parfois compliqué de lire des statuts, il y a des trucs plus excitants. Il y a quand même plus de 4000 adhérents qui ont participé à ce travail sur les statuts. Donc, c'était 5 mois de travail, on a des nouveaux statuts, on a des nouvelles instances. Voilà. Et ça a été... Donc évidemment, il y a des gens qui voudraient que ce soit encore plus parfait, mais globalement, au Congrès, là, le rapport moral a été voté par 98% des gens. Donc si on avait c'est pas très bon, 98%. Non, ça paraît même grotesque. Non, mais j'en ai honte. Moi, j'ai été réélu à 98%. Ça fait un peu soviétique. J'ai été réélu à 98%. J'ai trouvé ça nul. Voilà, ça fait. Mais globalement, on essaye. Après ça, effectivement, dans une petite équipe, on n'arrive pas à être totalement parfait. Il y en a toujours qui voudraient faire mieux, mais la perfection n'est pas forcément. Vous avez quand même enregistré la démission d'Isabelle Morer, qui était une figure emblématique. Non, pardon, elle n'a pas démissionné. Elle est revenue. Elle m'a encore appelé ce matin. Non, Isabelle Morer n'a pas démissionné, de même que... Et elle avait quand même publié une lettre de démission. D'ailleurs, on peut la retrouver sur un billet de blog. Tout à fait. Et juste depuis, on s'est revus à plusieurs reprises. Emmanuel envisage d'être candidate avec nous au cantonal. Peut-être on reparlera des cantonales, mais donc Isabelle a été déçue par Il y a eu des ratés avec le groupe de Strasbourg. Et puis là, il y a une conciliation. Je suis très heureux parce qu'il y a des partis où dès qu'on n'est pas d'accord, on s'engueule et on s'exclut. Et à Nouvelle Donne, on essaie d'avoir une pratique non violente de la politique. Et donc, quand il y a un désaccord, il y a une conciliation. Donc, il y a une conciliation, il y a des médiateurs. On est allé à Strasbourg, on a parlé, on va continuer. Et ça ne va pas régler tous les problèmes, on essaie de trouver des solutions. Et Isabelle était à notre congrès et Isabelle envisage d'être candidate au cantonal pour Nouvelle Donne. Justement, aux dernières élections européennes, vous avez fait aux alentours de 3%, ce qui était plutôt pas mal pour un parti qui venait de naître. Pour les prochaines échéances électorales, donc il y a les départementales, vous envisagez d'avoir des candidats. Vous parliez de justement Isabelle Morer sur les cantonales. Comment vous allez organiser Pour nous, la vie politique, c'est aussi en ça qu'on innove, ne se réduit pas aux élections. Et nous, l'action fondamentale pour Nouvelle Donne dans les 6 mois qui viennent, c'est qu'on va lancer une grande campagne, une bataille culturelle pour expliquer comment on peut sortir du chômage et de la précarité. On pense qu'il y a besoin que si les libéraux ont gagné le pouvoir, si Thatcher et Reagan sont arrivés au pouvoir politiquement, c'est d'abord qu'ils avaient gagné une bataille culturelle. Et donc nous, aujourd'hui, à un moment où plus personne ne croit au progrès social, l'UMP et le PS ont tout fait pour faire croire que le progrès social n'est plus possible, on va faire 100 000 exemplaires d'un petit bouquin qu'on pourra donner gratos, des petits bouquins que tout le monde peut lire en un week-end. On va bien former
former nos 12 000 adhérents pour que les 12 000 puissent être ambassadeurs, faire des réunions d'appartements, faire des débats publics, y compris dans les endroits où plus personne ne vote. On va à Hénin-Beaumont, on y reviendra dans 2 mois. Donc l'essentiel pour nous, c'est de faire cette bataille culturelle, de montrer que pour de vrai, on peut sortir du chômage, de la précarité, que pour de vrai, on peut changer l'Europe. Et donc pour nous, c'est ça l'essentiel. Mais en même temps, on ne va pas faire une croix sur les départementales. Et donc je crois qu'il y a 50 endroits où il y a des gens de Nouvelle-Donne, parfois tout seul. Il y a des circonscriptions, enfin des cantons où on va tout seul, parfois avec des alliances, des rassemblements, comme à Grenoble. Vous savez, à Grenoble, c'est des amis qui ont été capables de créer la surprise, Éric Piolle, il y avait en même temps des citoyens. C'était un rassemblement de citoyens soutenus par des partis, soutenus par Europe Écologie, par le Parti de gauche, par Nouvelle-Donne. On a fait 6% à Grenoble, donc c'était utile. Et la même chose, le même type de rassemblement, c'est des citoyens, ce n'est pas un cartel de partis, c'est des citoyens qui se mettent au boulot et qui sont soutenus par des partis. Dans le Jura, on va présenter des candidats et des candidates partout dans tous les cantons du Jura. Pareil dans l'Aude, pareil dans l'Isère. Vous pourriez envisager d'avoir aussi des partenariats, enfin des alliances locales avec le PS, ce serait envisageable? Non, je pense que non. Je pense qu'on a des amis au PS. À nos journées d'été, il y a 3 députés frondeurs qui sont venus, Barbara Romagnan, Pourria, Jean-Paul Chanteguet, pour qui on a vraiment de l'amitié et du respect. Mais la politique, la démocratie a besoin de clarté. Donc ce sont des amis, on trouve ce qu'ils font est courageux. Peut-être qu'après le congrès du PS, ils décideront de claquer la porte ou de prendre leurs responsabilités. Mais aujourd'hui, s'allier avec le PS n'a pas de sens. S'allier avec qui? Eh bien, je vous dis, on fait des rassemblements. D'abord, Nouvelle-Donne existe tout seul. On a tout seul. Donc, vous voulez vous allier avec le reste de la gauche, pardon, sauf le PS? On n'est pas dans des systèmes d'alliance. Pardon, on est dans un système de d'abord faire connaître nos idées. Je vous dis, on va lancer une campagne d'ici. Il y a un petit côté think tank là, non? Ben non, excusez-moi, quand on va sur les marchés, si on a réussi à faire 500 000 voix, s'il y a 500 000 personnes. Non, mais d'imaginer des idées, puis ensuite de vouloir c'est les la lancer politique, dans la enfin, société. Vous savez ce que c'est Jean Jaurès expliquait que la politique, c'est des idées simples qu'on répète simplement jusqu'à que tout le monde ait compris que ça peut marcher. Il disait, il faut user le doute comme on fatigue la salade. Vous savez, l'été, vous remuez la salade pour qu'elle ait du goût, que l'ail et l'huile se mélangent. Et bien là, on est dans une période de doute où les gens ne croient plus à l'action politique. La plupart des gens ne votent plus, 60% des gens ne votent plus, et sinon les autres votent pour le FN, pour dire merde ou pour chercher des boucs émissaires. Et nous, on pense qu'il y a une bataille culturelle à mener pour dire, prenez un moment pour réfléchir. Et donc, on voudrait que nos 12 000 adhérents se sentent, ce n'est pas juste ceux qui parlent à la télé, Isabelle, Pierre, Bruno, on a tous un rôle à jouer. C'est fondamental de se dire, moi j'aimerais qu'on fasse du porte-à-porte en disant, je ne suis candidat à rien, je n'ai pas réponse à tout, mais je pense que les idées de Nouvelle-Donne pour lutter contre le chômage, contre la précarité, pour faire vivre la laïcité, pour changer, voilà, et que c'est des citoyens qui disent à d'autres citoyens, prenez du temps pour réfléchir, si on continue à compter sur le PS et l'UMP pour sortir le pays de la crise, on va à la catastrophe. Donc il faut que les citoyens prennent leurs responsabilités. Ce que vous voulez faire en plus grand, c'est un petit peu au fond ce que vous aviez fait avec quand vous preniez les 32 heures avant qu'il y ait les 35 heures, c'est-à-dire la réduction du temps de travail, vous y étiez avant qu'on le fasse. C'est ça, vous voulez refaire ce coup-là, quoi. Ben, refaire ce coup-là, c'est moi, avec quelques amis qui avions lancé la semaine de 4 jours, c'est juste un débat fondamental. Il y a déjà 400 entreprises qui sont passées à la semaine de 4 jours. Et on sait que s'il y avait un mouvement général, on pourrait créer 1 600 000 emplois. Donc une réforme qui peut créer 1 600 000 emplois et nous donner du temps pour vivre, du temps pour lire, du temps pour être avec ceux qu'on aime, ce n'est pas un coup. Mais on fait 20 propositions. L'autre jour, sur France Inter, c'est Jean Jouzel, le prix Nobel de la paix, grand climatologue, qui expliquait pourquoi il était avec Nouvelle-Donne. Il disait que Nouvelle-Donne, et ce sont les seuls qui ont une vraie ambition en matière de climat. On montre comment on peut mettre 1 000 milliards au niveau européen, 1 000 milliards pour isoler les bâtiments et développer les énergies renouvelables. Et donc, vous voyez quand même un prix Nobel qui dit les seuls qui sont sérieux ou les plus ambitieux et les plus sérieux sur le climat, c'est Nouvelle-Donne. Donc oui, on fait des propositions et il y a besoin de temps pour les expliquer. Pardon. Les idées libérales, travailler plus pour gagner plus, c'est un slogan, ça passe en 1 minute. Les idées racistes, il y a trop d'Arabes, il faut les remettre à la mer, ça passe en 1 minute, ça parle au cerveau reptilien. Mais par contre, montrer que l'espoir est possible, expliquer comment on peut sortir du chômage, même sans croissance, il faut une demi-heure, il faut 1 heure. Et comme même Mediapart ne nous donnera jamais 1 heure pour expliquer nos idées, et encore moins TF1, mais non, vous me posez des questions politiciennes, vous ne me permettez pas de développer le projet. Mais chacun son métier. Non, mais pardon, chacun son métier. Mais donc c'est pour ça qu'on veut que nos adhérents, on veut que les 12 000... Quand je disais que vous étiez pareil, non, mais attendez, commencez par les questions des alliances, je ne suis pas sûr que les 5 millions de chômeurs, mais vous avez le droit, c'est une question politique, mais les 5 millions de chômeurs ne se demandent pas d'abord est-ce que Nouvelle-Donne va s'allier avec Tartampion. Ce n'est pas la question fondamentale. Pierre Larouturou, vous êtes un ancien du Parti Socialiste. Récemment, Jean-Luc Mélenchon disait du Parti Socialiste qu'il était un astre mort. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Oui, le PS, hélas, je ne juge pas les personnes, et le PS n'apporte plus rien et même aggrave les problèmes. Tout ce qui est fait depuis 2 ans, presque tout, est dramatique. Je suis allé 15 fois à l'Élysée, 15 fois à Matignon. Vous savez, on avait créé le collectif Roosevelt 2012 avec Stéphane Hessel. Et c'est juste honteux de savoir, ils le savent que ça ne peut pas marcher.
Ils le savent, que la croissance, le discours on nous prend pour des couillons. Non seulement ils ne font rien, mais c'est humiliant la façon de parler. Quand Michel Sapin nous explique qu'il y a l'inversion de la courbe du chômage et pour bientôt, c'est quand on nous explique que la croissance revient, ça donne l'impression qu'on nous prend pour des couillons. Or, le rôle du politique, et en particulier le rôle de la gauche, ce n'est pas de prendre les gens pour des imbéciles, c'est plutôt de faire appel à l'intelligence. Pierre Mendès France appelait à l'intelligence. Roosevelt, toutes les semaines, appelait à l'intelligence des gens. Toutes les semaines, Roosevelt disait voilà pourquoi le système bancaire ne marche pas. Il expliquait à la radio voilà la réforme des banques que je vais faire adopter cette semaine. Voilà, une autre fois, c'est pourquoi les revenus des paysans ont tellement baissé. Et Roosevelt dit voilà la réforme que cette semaine je vais approuver. Donc il y a une façon de parler à l'intelligence des citoyens qui les met en mouvement et qui fait qu'on est capable de résister aux lobbies, tandis que là on a l'impression que ce gouvernement s'écrase devant les lobbies. Moi, j'ai voté pour François Hollande dès le premier tour. Il avait dit on va séparer les banques. On va séparer les banques. Pendant 40 ans, les banques étaient séparées. Moi, quand j'étais petit, il y avait d'un côté BNP et de l'autre côté Paribas. Et Paribas n'avait pas le droit de spéculer avec l'argent des gens. Et Paribas n'avait pas la garantie de l'État. Et c'est les lobbies libéraux qui ont obtenu que les banques se retrouvent. Et moi, je pensais que Hollande, c'était pas très compliqué. Ça ne coûte pas un centime. Mais rien du tout. C'est de la blague. C'est de la blague. Donc, de même que c'est la France qui est en train de planter la taxe Tobin. Non, mais c'est dramatique. C'est la France, alors que même Angela Merkel a bougé. Maintenant, il y a 10 pays qui disent qu'on va mettre en place une taxe Tobin. Les Anglais sont furieux, les banquiers sont furieux. Mais ça y est, il y a 10 pays qui veulent mettre en place une taxe Tobin. Et celui qui plante la négociation, c'est Michel Sapin. C'est honteux. Donc, il y a un sentiment de trahison. Je comprends que les gens soient en colère, mais simplement voter pour le FN n'est pas du tout la solution. Quand vous entendez parler d'esprit du 11 janvier, le président de la République l'évoque beaucoup et côté socialiste, on espère que ces événements finalement aboutissent à une sorte de renouveau. Vous n'y croyez pas du tout. Vous ne pensez pas que l'astre mort du Parti socialiste, non, la phrase de Jean-Luc Mélenchon et que vous approuvez, ne va pas se remettre à briller. On était des millions dans la rue, ça a été un drame, ce qui s'est passé début janvier, et puis un grand moment, le peuple s'est réveillé. Oui. 4 millions de gens dans la rue qui veulent la République, la fraternité, la laïcité. Le problème, c'est que la réponse du gouvernement est uniquement sur les questions de lutte antiterrorisme et de sécurité, ce qui est tout à fait indispensable. Mais concrètement, quand Manuel Valls nous dit qu'on est dans un pays d'apartheid social, ok, les mots sont forts. Et qu'est-ce qu'on fait alors? On fait la loi Macron? Alors justement, pour répondre Nouvelle Donne. Pardon, est-ce que on propose une vraie politique du logement, on propose une politique qui peut créer 2,5 millions d'emplois. Au total, si on met en place nos idées sur le logement, sur le climat, sur les PME, sur le financement de la protection sociale, sur le temps de travail, sur l'agriculture, on peut créer 2,5 millions d'emplois. Ça ne se fait pas en 3 semaines. On peut éviter les licenciements. Au Canada, il y a un système qui fait que si une entreprise a 20% de gens en trop, au lieu de licencier 20% des gens, elle garde tout le monde, elle baisse le temps de travail de 20%, elle baisse les salaires de 20% pour être compétitive, mais il y a tout de suite un deuxième chèque qui arrive de l'UNEDIC et de l'État qui fait que les gens gardent leur boulot et gardent 98% du revenu. Ça, c'est un truc qu'on pourrait faire tout de suite. Il y a 18 mois, je l'ai montré à Jean-Marc Ayrault, c'est un truc hyper simple. Jean-Marc Ayrault m'a dit « t'as raison, il faut le faire en France dans 3 mois ». On est 18 mois après et on continue, on se résigne au fait qu'il y a tous les mois 30 000 chômeurs de plus. Donc, il a raison, enfin, le mot apartheid, on peut discuter, mais oui, on est dans une situation scandaleuse en matière sociale, de relégation, de précarité totalement scandaleuse. Mais est-ce que la politique actuelle du gouvernement permet d'y répondre? La réponse est non. Et c'est scandaleux de voir qu'ils ne savent pas se remettre en cause. Après le 21 avril 2002, François Hollande m'avait dit « il faut que tu rentres au PS, si on t'avait écouté, il n'y aurait pas le 21 avril ». J'ai cru qu'ils allaient se remettre en cause. C'était quand même un choc le 21 avril. Aucune remise en cause. Après 2005, aussi bien le référendum que les émeutes, ils ont tous dit qu'on était dans une crise historique. Incapable de se remettre en cause. Après les municipales, incapable de se remettre en cause. Après le 11 janvier, incapable de se remettre en cause. Donc ce sont des partis qui sont morts, qui n'apportent plus rien, ni le PS ni l'UMP. Et donc on a une responsabilité historique de construire une alliance qui sera dans 2 ans capable de proposer un projet de progrès social aux Français. On ne peut pas attendre. Il y en a au PS qui attendent 2022 ou 2027. On vous explique que Montebourg et Valls sont dans des logiques pour 2022 ou au plus tard 2027. C'est honteux. Si on croit, il y a tous les jours des gens qui se flinguent à cause du chômage, à cause de leurs problèmes de précarité, sur les questions du climat, sur les questions européennes, sur les questions de diplomatie et comment construire la paix dans le monde. On n'a pas 10 ans. Il faut qu'il y ait un vrai projet de justice sociale aux manettes dans 2 ans. On n'a pas 10 ans et vous parlez donc d'une grande immobilité politique. Cette immobilité politique, elle a été bousculée à l'échelon européen par une élection en Grèce, l'élection de Syriza. Une élection que de nombreuses forces rêvent, pardonnez-moi l'expression, d'importer en France. Un espace est en train de se dessiner. D'un côté, le front de gauche, dont toutes les composantes sont d'accord pour dire que, et ce n'est pas un seul parti qui doit commander là-dedans,
Et puis, des socialistes, vous avez ce groupe qui s'appelle les socialistes affligés, qui ont déjà pris leur distance avec le PS, des frondeurs, et puis vous avez les écologistes qui ont quitté le gouvernement. Les écologistes doivent être cohérents. S'ils sont un parti de gouvernement, et pas de figuration, s'ils ne sont pas au gouvernement des socialistes, il faut qu'ils essayent de faire une majorité avec d'autres. Eh bien, nous sommes disponibles, bien sûr, sur la base d'un programme. Donc cet espace, on le voit se dessiner. Je vous annonce une chose, c'est que dans les départementales, nous allons faire des tests. Aujourd'hui, à l'heure à laquelle nous parlons, le nombre d'endroits où nous avons un accord avec les écologistes est à peu près équivalent à celui où nous n'en avons pas. Par conséquent, c'est spectaculaire en une élection. Mais comme d'habitude, vous ne verrez rien, le système médiatique, comme vous n'avez pas vu Syriza. Pierre Larouturou, il a raison, Jean-Luc Mélenchon, de penser que ce mouvement qui a grandi et qui a gagné, qui est devenu majoritaire en Grèce, il a raison de penser qu'il va pouvoir être importé en France et qu'on va connaître le même type, au fond, de phénomène. Pas exactement le même, mais c'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité d'être capable de gagner le pouvoir pour faire bouger les choses. Et je peux vous dire que j'étais en Grèce l'autre jour, le jour des élections, et c'était juste un moment fabuleux. Voir un peuple qui avait tellement souffert, parce que quand même ce que leur a imposé la Troïka pendant des années, c'est l'horreur. Hein. Les conséquences de l'austérité, c'est des hôpitaux où il n'y a plus de morphine pour les gens qui sont en fin de vie. C'est des écoles qui n'ont plus les moyens, c'est des services publics qui sont foutus en l'air. Donc un peuple qui a tellement souffert de l'Europe, entre guillemets, et qui malgré tout reste un peuple qui vote et qui veut rester en Europe, changer l'Europe. Ce que dit Tsipras, c'est qu'il veut changer l'Europe, mais rester en Europe. Et un parti xénophobe, Obdoré, qui ne fait que 5%, alors que chez nous, le FN est à 30%, c'était quand même génial. J'avais du mal à les quitter à 2 h du matin, j'avais la larme à l'œil en voyant cette joie des jeunes, des vieux, des enfants, des retraités. C'est juste génial. Et on a eu la chance de travailler pendant 1 heure avec un ami, député européen, qui depuis est ministre, et qui est devenu ministre, du gouvernement grec, et qui nous expliquait leur volonté de changer pour de vrai les choses et d'être tout à fait crédible. Et je pense qu'on doit avoir la même volonté en France de changer les choses, d'être radicaux, d'avoir une politique radicalement différente. Ce n'est pas avec des demi-mesures, quand il y a 5 millions de chômeurs, quand le climat part en vrille, ce n'est pas avec des demi-mesures qu'on peut s'en sortir, mais il faut garder la même crédibilité. À gauche, tout le monde aimerait avoir le même succès que Syriza, mais vous avez suivi l'élection dans le Doubs, on n'est pas vraiment surpris, mais le front de gauche, Europe Écologie Les Verts, sont très bas. Pourquoi, à votre avis? Mais je pense que la question de la crédibilité, elle est fondamentale. Je pense qu'on a des amis à Europe Écologie, on a des amis au Front de gauche, mais il y a un vrai manque la question de la stratégie d'Europe Écologie. J'étais à Europe Écologie avant l'alliance avec le PS. Je vois bien comment on a évité les sujets qui fâchent. Pour avoir absolument 15 députés, on m'a foutu dehors de la négociation. Il ne fallait pas se faire avec Martine Aubry. Il y a des sujets dont il ne fallait plus parler. Et puis pendant 2 ans, on reste au gouvernement. Ça donne l'impression que tout va bien, on justifie plein de choses. Et tout d'un coup, on s'en va. Ce n'est pas très clair. Je ne veux pas polémiquer, mais ce n'est pas très convaincant. Au Front de gauche, on a plein d'amis, mais eux-mêmes disent, est-ce qu'on va augmenter le SMIC de 60%? Est-ce que c'est vraiment crédible de dire qu'on va augmenter le SMIC de 60% et supprimer toutes les exonérations patronales? Donc quand on voit Jean-Luc Mélenchon, quand on voit des amis du Front de gauche, on leur dit, écoutez, les amis, on a les mêmes objectifs. Il y a un vrai problème de pouvoir d'achat. Donc, mais Nouvelle Donne a d'autres réponses. Si on crée 2 millions d'emplois ou 2,5 millions d'emplois, ça veut dire qu'il y a 2 millions de familles, un nouveau salaire va rentrer. Si on fait une vraie politique du logement, on va tous économiser un peu plus de 200 € par mois sur les loyers. Donc on est d'accord sur les objectifs, mais il faut qu'on ait un vrai débat. Donc ce qu'on leur dit aux amis d'Europe Écologie, aux amis du Front de gauche ou Corinne Lepage, quand ils viennent nous voir, il y a vraiment une ébullition, on le voit dans la société, c'est n'ayons pas peur du débat. Patrick Vivray dit qu'il y a 3 façons de régler les désaccords. Surtout, c'est très intéressant. La première façon de régler les désaccords, c'est on s'engueule. Voilà, on n'est pas d'accord sur le SMIC, on n'est pas d'accord sur l'Europe, donc on s'engueule. Et Mediapart dit nouveau clash, ça s'éclate, ils s'engueulent. Voilà. Ou d'autres. Voilà. Deuxième façon de régler les désaccords, c'est on ne veut pas s'engueuler, donc on fait de l'eau tiède. On ne parle pas du salaire minimum, on ne parle pas vraiment de nos mesures économiques, et on fait de l'eau tiède, on dit juste non à l'austérité. Troisième façon de régler nos désaccords, si on veut être à la hauteur, c'est dire on a tous un cerveau. On a tous la même volonté de justice sociale, d'agir pour le climat, de changer l'Europe. Prenons 6 mois, sans caméra, on n'est pas là pour s'engueuler ou se convaincre devant des caméras. Prenons 6 mois pour construire un projet. Et à mon avis, on peut arriver à un projet qui sera meilleur que le projet de départ. Et ce n'est pas juste des partis politiques, c'est des citoyens. Encore une fois, à Grenoble, ce n'est pas 3 partis qui sont mis dans un bureau, c'est plusieurs dizaines de citoyens. Certains étaient dans des partis, la plupart n'étaient pas dans des partis. Ils ont travaillé pour savoir qu'est-ce qu'ils voulaient faire pour leur ville et pour leur quartier. Et ils ont été soutenus par des partis. Donc je pense que l'Alliance, quand Mitterrand, après l'effondrement de la SFIO, Mitterrand a rassemblé par des cartels avec des discours sur l'argent qui corrompt, l'argent qui pourrit, ça c'est vieille donne. Je ne pense pas qu'on puisse construire un rassemblement par une alliance de partis avec des discours creux. Par contre, je pense que ce qui s'est fait à Grenoble,
avec des citoyens, je le répète, et avec de l'intelligence, peut se faire dans 2 ou 3 départements, là, le Jura ou ailleurs, peut se faire au régional. Je pense qu'on peut créer la surprise dans 2 ou 3 régions. On va créer la surprise dans 2 ou 3 régions. On sera devant le PS, ça va accélérer la fin du PS, et peut-être qu'on sera capable derrière de proposer un vrai projet pour le pays. Ben, c'est des citoyens, je crois que je parle trop vite. Non, parce que vous est-ce que on, c'est Nouvelle Donne? Mais Nouvelle Donne sera un des acteurs. Nous avons tous envie que Nouvelle Donne soit un des acteurs. Mais l'autre jour, à Amiens, quand Laurent Pinatel de la Confédération paysanne sort du tribunal d'Amiens et il est ému de voir autant, on était des centaines pour le soutenir. On a reçu ici, il parle d'une convergence joyeuse. Tous nos réseaux, ça ne se voit pas, parce que souvent vous suivez l'actualité politique par Matignon, par l'Élysée, mais il y a une convergence des citoyens, des réseaux, des gens qui sont engagés dans la vie associative sur les questions de climat, d'autres sur les questions de logement, et tous ces gens se disent qu'en fait ils ont les mêmes valeurs, qu'ils en ont marre du poids des lobbies, qu'ils veulent vraiment changer la société, et vous vous rendez pas compte, mais je pense que la société est en mouvement par ces réseaux, par ces citoyens, et Nouvelle Donne a la chance d'être acceptée par ces réseaux. Il y a d'autres partis politiques qui ne sont pas acceptés, et nous on a la chance d'être plutôt bien acceptés par tous ces réseaux. Vous allez dire que je suis décidément politicien, mais à partir du moment où vous avez dressé le constat d'une gauche, avec le Front de gauche, avec les écologistes, qui, au fond, n'étaient pas parvenus à rassembler un électorat suffisant pour un certain nombre de raisons dont vous avez parlé. Et à partir du moment où Nouvelle Donne arrive, c'est quand même difficile de penser que votre idée n'est pas de devenir majoritaire au sein de ce groupe. C'est ce que vous ambitionnez. Si on crée Nouvelle Donne, oui, attendez, si on fait 100 000 petits livres, oui, on pense que nos idées, il y a des domaines où on ne dit rien. Pour le moment, on n'a pas travaillé sur l'éducation, alors que c'est fondamental. Pour le moment, on n'a pas travaillé sur la santé. Donc, il y a 17 groupes de thématiques avec des gens de Nouvelle Donne, des gens de l'extérieur. Donc, j'espère que dans 6 mois ou dans 9 mois, Nouvelle Donne aura une pensée collective sur l'éducation, sur la santé, qui est fondamentale. Mais aujourd'hui, oui, sur les questions de chômage, de précarité, de climat, sur comment changer l'Europe, sur comment changer la démocratie, on pense que nos idées sont bonnes. Vous seriez étonné que je vous dise que c'est de la daube. Donc, on pense que nos idées sont bonnes et qu'on voudrait les faire partager, les expliquer. Voilà. Et donc, je veux dire, on va lancer, je répète, on est d'un moment d'effondrement ou de sursaut. Et la plupart de nos problèmes viennent du fait qu'il y a 30 ans, il y a eu une révolution libérale. C'est Thatcher, c'est Reagan. L'Europe était un espace de coopération et en quelques années, Thatcher a réussi à foutre en l'air l'Europe et à faire changer de voie. Et on veut faire une contre-révolution et remettre d'aplomb ce que 30 ans de libéralisme ont foutu sans dessus-dessous. Et donc, on veut d'abord gagner la bataille culturelle et on veut d'abord que les idées Nouvelle Donne soient connues par un maximum de citoyens. Et on espère que le rassemblement qui doit naître, le rassemblement qui doit se concrétiser pour qu'en 2017, il y a un moment, on est dans une république, il y a un moment où on décide qui c'est qui fait les lois, qui c'est qui négocie au niveau européen. Est-ce qu'on prend les mêmes depuis 40 ans? Est-ce qu'on nous fait croire en ce moment que le choix se sera entre Juppé, Sarkozy et Le Pen? Eh bien, merci. Moi, je suis père de famille, je suis citoyen, j'ai aucune envie que 2017 ce soit Juppé, Sarkozy ou Le Pen, même si je ne les mets pas les trois dans le même. Voilà. Donc, on a envie que, oui, en 2017, les citoyens puissent choisir quelque chose. Mais ça ne se fait pas en 3 semaines avant l'élection. Il y a cette bataille à mener. Et tous ceux qui nous regardent peuvent s'impliquer. On ne vous demande pas forcément de prendre votre carte, mais c'est le moment de se retrousser les manches. Une dernière question avec Yannick Sanchez. Revenons à Syriza. Vous dites, enfin c'est un parti que vous soutenez, mais en même temps, Syriza a basé sa campagne davantage sur une forme de lyrisme que sur des mesures économiques. Par exemple, les mesures économiques sont celles de la relance. Est-ce que c'est bien raisonnable par rapport à un pays qui est justement en difficulté vis-à-vis de la Troïka? Est-ce que le rapport de force est le bon? Par exemple, faire remonter le salaire minimum, est-ce que vous pensez que c'est vraiment raisonnable? Écoutez, je rappelle, parce que beaucoup de gens ne le savent pas, que la Grèce est en excédent budgétaire primaire. C'est-à-dire qu'ils ont souffert le martyre depuis des années, vous en avez souvent parlé sur Mediapart, mais maintenant ils ont fait de tels efforts qu'ils sont en excédent budgétaire. C'est-à-dire s'il n'y avait pas les frais financiers qu'on leur impose, s'ils pouvaient financer normalement à 0,4%, ils seraient en équilibre budgétaire. Ils sont mieux que la France. Hein. Et simplement, on leur impose des taux d'intérêt monstrueux. Ils sont crédibles. Vous voyez, Varoufakis, ce qui est ministre des Finances, le petit bouquin, il est préfacé par Michel Rocard. Donc on nous explique que c'est la gauche extrême, ce n'est pas le cas à Mediapart, mais certains journalistes nous expliquent que c'est la gauche extrême, mais on a l'impression que le PS est tombé tellement à droite que dès que quelqu'un veut agir pour le bien commun, il est taxé de gauche extrême. La préface est de Michel Rocard, avec qui vous avez coécrit d'ailleurs. Avec qui j'ai fait un bouquin et avec qui il y a 3 ans on a fait un article pour montrer qu'on pouvait financer la dette publique à 0,2%. Et c'est juste scandaleux que les banques se goinfrent, les banques prennent de l'argent le matin à la Banque centrale à 0,1% et disent qu'elles vont le prêter à la Grèce le soir à 90 fois plus cher. Là, si la Grèce va sur les marchés financiers, elle a des taux d'intérêt qui sont 80. Les banques font une culbute de 90 fois. C'est juste scandaleux. Alors que le pays est en équilibre primaire. Donc, la plupart de leurs propositions sont je ne vais pas vous faire croire que je connais par cœur toutes les propositions de Syriza, mais la plupart de leurs propositions sont tout à fait crédibles. Et la Grèce est l'endroit où les dégâts du libéralisme sont les plus visibles. Et
puis aussi les gouvernements grecs ont déconné il y a 10 ans. Les vieux partis ont menti, donc ce n'est pas le peuple qui a menti, mais c'est les vieux partis, vieille droite et vieille gauche qui ont menti. Donc, mais c'est en Grèce qu'on voit les dégâts le plus visibles, mais les politiques d'austérité ou les politiques trop classiques, elles font des dégâts aussi chez nous et aussi en Allemagne. Il faut qu'on explique aux Allemands qu'eux aussi, le peuple allemand en a marre aussi de cette politique d'austérité. Donc je pense que c'est quand Tsipras veut dire qu'il veut changer l'Europe, je pense qu'on est des millions à vouloir changer l'Europe. Et donc il faut qu'on l'aide. Merci Pierre Larouturou, ce sera votre dernier mot pour ce 40e rendez-vous d'objection en entretien de Mediapart. Donc merci d'y avoir participé. Merci à vous Yannick Sanchez qui avez préparé et présenté cette émission avec moi. Et un salut en régie à toute l'équipe de 5e étage Production.